Salut YouTube, comment allez-vous? Je suis JNG. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode du Point sur un concept qui va vous paraître assez simple mais qui finalement ne l'est pas tant que ça, Internet. Étymologiquement, ça vient de l'anglais Internet et ça signifie Internetwork, ce qui littéralement veut dire interréseau, c'est-à-dire la mise en commun de différents réseaux. Je vais pas m'attarder sur la définition technique de comment ça marche parce que c'est pas le but de cette vidéo, mais par contre ce que je peux vous dire, après avoir fait quelques recherches pour vous présenter cette vidéo, c'est que c'est très difficile à définir, dans le sens où ce n'est pas une invention concrète comme la voiture qui peut être datée, etc., mais la mise en commun d'un développement parallèle dans différents pôles. Je m'explique, il y a différentes dates relatives à Internet, mais pas une date de création en tant que telle. Dans les dates importantes, on peut noter 1958, c'est-à-dire le moment où les laboratoires Bell vont créer le premier modem permettant de transmettre des données en binaire sur une simple ligne téléphonique. Dans les grosses lignes, ça signifie que sur le papier, on pouvait enfin envoyer autre chose que des sons par ligne téléphonique, mais on pouvait envoyer des images, des textes, etc. Et ça, c'était un grand renouveau dans l'histoire de la télécommunication. On peut noter aussi 1971, un moment où on a réussi à relier 23 ordinateurs ensemble qui arrivaient à communiquer à distance, qui marque l'un des débuts d'Internet, et dans la même année, on a vu apparaître le premier envoi de courriel qui a été réalisé par Ray Tomlinson. Mais à mon sens, la date qui reste la plus importante à retenir est 1983, avec l'adoption d'un protocole qu'on appelle TCP/IP. Je vais pas m'attarder non plus là-dessus parce que c'est pas le but de la vidéo, mais ça va marquer l'apparition du mot Internet qui avant s'appelait Network of Network, donc le réseau des réseaux. Donc Internet, pour ceux qui ne le savaient pas, ce n'est pas juste cette entité qu'on appelle Internet, mais c'est plusieurs applications, comme par exemple vos téléphones, va être divisé en plusieurs applications qui vont avoir des fonctions différentes, la fonction appel, la fonction musique, etc. Et bien Internet, ça va marcher pareil. Les plus notables de ces applications sont par exemple le World Wide Web, appelé par les plus vieux d'entre nous la toile, bien le web. En gros, c'est toutes ces entités la plus commune d'Internet, là où on va faire les recherches, etc., et qui est apparue en 1989. Il y a également les courriers électroniques, ce qu'on appelle les emails, qui est une application particulière du web, qui a fonctionné différemment du World Wide Web, ou alors les messageries instantanées qui sont étonnamment pas dans la même application que les courriers électroniques. Ça s'explique par le fait que, par exemple, à l'époque d'MSN, c'était carrément instantané, le message arrivait chez le destinataire à la seconde près, alors qu'un email pouvait mettre plusieurs minutes et supporter beaucoup plus de caractères et beaucoup plus de poids, on pouvait mettre des pièces jointes, etc. Ce qu'on peut faire maintenant par Facebook, par exemple, avec Messenger, qui en fait est une sorte de croisement entre une messagerie instantanée et un système de courrier électronique. Dans les applications notables, il y a également les systèmes de peer-to-peer. Donc c'est par exemple Emule, encore une fois pour les plus anciens d'entre nous, ou le plus célèbre Torrent, qui permet en fait d'échanger des paquets, donc des données entre utilisateurs, sans passer par un réseau mère. Si vous téléchargez un PDF ou quoi que ce soit, vous allez chercher les données sur un serveur qui va héberger les données, alors que le système de peer-to-peer va mettre en commun un grand nombre de machines, avec de temps en temps un serveur mère, mais surtout des machines qui vont se mettre en commun et qui vont toutes servir de petits serveurs qui va alors envoyer et recevoir les données à la fois, permettant une dématérialisation plus complète sans avoir de serveur à louer, mais à noter que c'est une application particulière de ce web. Histoire de comprendre un petit peu ce qu'est cet univers Internet, je vais vous citer quelques chiffres. Le premier d'entre eux est à mon sens le plus important car il va influer sur tous ceux qui vont suivre, c'est le chiffre de 45 à 60%. Alors ce chiffre il représente la quantité de robots appelés bots qui est sur Internet. Je m'explique, ça veut dire que sur l'intégralité des connexions qui sont faites sur le net, il y a entre 45 et 60% de ces connexions qui ne sont pas faites par des êtres humains, mais par des robots qui ont été programmés pour le faire. Ça peut être des robots de spam, des robots malveillants, etc. Mais ça reste des entités informatiques et non pas des personnes. Sinon un chiffre assez extraordinaire, et le chiffre qui suit c'est 3 213 316 721, ça correspond au nombre de personnes qui se connectent à Internet chaque année dans le monde. Ça fait 40% de la population mondiale, alors qu'en 1995, il y a 11 ans, ce chiffre ne valait que 1% de la population de la planète. Il y a également 935 139 771 sites Internet qui sont en ligne, qui sont connectés, auxquels vous pouvez accéder, que l'on accède par 50 786 requêtes envoyées à Google, donc des recherches sur Google à chaque seconde, je dis bien chaque seconde. En une seconde, on peut également avoir 10 174 tweets, 2 429 999 emails, ou bien 108 489 vidéos visionnées sur YouTube. Pour montrer un petit peu la puissance qu'a Internet, un journal a fait une sorte de sondage en fait avec des calculs, etc., des statistiques qui permettent de savoir le nombre d'années nécessaires pour un média pour atteindre 50 millions d'utilisateurs. Et ben là, une radio va mettre 38 ans, une télé 13 ans, un site internet lambda 4 ans, et sur Facebook,
en moyenne 4,5 mois. Mais Facebook, c'est également 1,49 milliard de personnes connectées tous les mois, soit 30 millions en France. Vous vous rendez compte, ça fait presque une personne sur deux. Facebook, ce n'est pas qu'une histoire d'utilisateurs, Facebook c'est aussi une histoire d'argent, puisque en 2014, Facebook s'est fait 12,466 milliards de dollars de chiffre d'affaires, ce qui représente 2,940 millions de dollars en bénéfices nets. Il a été inspiré, le petit Mark Zuckerberg, quand même. Et plus généralement, sur les plus de 3 milliards d'internautes que je vous ai cités, il y a 2,60 milliards qui sont actifs sur les réseaux sociaux, ça fait 68% des internautes. On va aborder maintenant un sujet qui me tient particulièrement à cœur et qui me vient à l'esprit directement lorsque je pense au net, c'est la face cachée du net. Je m'explique, quand on parle de pile, on parle de face, quand on parle de noir, on parle de blanc, quand on parle à l'endroit, on parle à l'envers, et bien là on parle d'internet, je vais vous parler du deep web. Si on devait caractériser en quelques lignes le deep web, c'est la face cachée d'internet. Si c'était un iceberg, l'internet visible que l'on utilise tous les jours serait le haut de l'iceberg et la face cachée qui représente la majorité serait le deep web. Quand je vous dis la majorité, je parle de 70 à 75% du total d'internet qui est représenté par ce deep web, soit environ 1 trilliard de pages. Le deep web, je vais pas trop insister dessus au niveau de son fonctionnement car il y a des dizaines de vidéos très intéressantes que je vous invite à aller voir qui traitent du sujet. Mais le deep web, aussi appelé darknet, il y a plusieurs noms, il n'y a pas de consensus autour de ça, mais ça représente tout ce qui n'est pas référencé par les moteurs de recherche. C'est-à-dire que ça comprend tous les sites qui ne sont pas indexés, par exemple avec des problèmes de mise en ligne, quand le site n'est pas bien mis en ligne, ou alors les sites à login. Je m'explique, c'est les sites sur lesquels vous devez vous connecter pour accéder. Par exemple, lorsque vous connectez à Facebook, vous allez avoir votre propre fil de l'actualité personnalisé. Et bien personne, en cherchant quoi que ce soit sur internet, ne pourra y accéder, c'est-à-dire que le site n'est pas référencé par un moteur de recherche. Ça fait partie de ce qu'on appelle le deep web. Il y a aussi les sites sous Java, les applications, etc. que vous allez voir dans les sites internet qui ne seront pas référencés, que vous ne pourrez pas trouver en cherchant sur Google. Mais en plus des sites non indexés pour des raisons un petit peu normales, il y a des sites qui ne sont non indexables. C'est un problème de légalité. Par exemple, on va avoir les sites qui n'ont pas payé. Lorsque vous voulez être référencé, il faut payer un hébergement. Et bien lorsque vous ne le payez pas, votre site ne disparaîtra pas complètement, il va apparaître sur le deep web, ce web auquel on ne pourra pas accéder directement. Mais du fait des manipulations particulières que l'on doit faire pour accéder au deep web, on a un anonymat complet. C'est-à-dire qu'un policier qui voudra vous retrouver sur le deep web n'aura aucun moyen. Votre IP, c'est-à-dire l'adresse et le nom, si vous préférez, de votre PC sera caché et introuvable. Cela amène des débauches. Par exemple, sur le deep web, vous pourrez retrouver des sites de vente d'armes, des sites de prostitution, des sites de vente de drogue, de vente d'humains. Vous pouvez retrouver des trucs complètement farfelus et plus ou moins glauques sur le deep web, entraînant cette très mauvaise réputation qu'il a, à juste ou à mauvais titre, à vous de vous faire l'opinion. Mais à mon sens, la face la plus intéressante du deep web est le fait que, du fait de cet anonymat, on a le droit à une liberté d'expression pure et dure. Je pense à Wikileaks, le fameux site dont vous pouvez vous informer, qui proposait des informations secrètes, classées secret d'État, qui ont été divulguées, qui maintenant est disponible sur le deep web, et tous ces forums où on peut échanger librement sans aucun souci de censure. C'est grâce au deep web par exemple que les révolutions du printemps arabe ont pu avoir lieu grâce aux organisations qui se sont faites sur ce fameux deep web et qui n'ont pas été soumises à la censure du gouvernement. Le dernier point que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui est une question que je me suis posée durant la vidéo, que je ne voulais pas faire à la place, mais qui me paraît super intéressante. Et si Internet disparaissait? Il y a très peu de chances pour qu'Internet disparaisse, car il n'y a pas de machine Internet, il n'y a pas une console qui dirige Internet, mais comme je vous l'ai dit, un ensemble de réseaux, ce qui fait que c'est très difficile à éteindre, à moins d'une panne de courant internationale. Internet existera toujours. Mais et si ça se passait? À quel point nos vies sont dirigées par cet Internet? Pour commencer, la fin d'Internet entraînerait des conséquences sociales, dans le sens où une multitude de métiers sont sur Internet ou directement liés à Internet. Je pense par exemple à tous ces techniciens qui travaillent sur les lignes, sur les PC, etc., qui n'auront du coup plus ou moins de travail à cause de ça, du fait que Internet disparaissant, la réparation des lignes Internet devient un petit peu moins intéressant. Il y a aussi les webmasters, c'est-à-dire ceux qui vont diriger des forums, les community managers, les graphistes, les développeurs, etc., qui vont perdre leur travail, et ça fait tout un ensemble de métiers qui disparaîtront du jour au lendemain, entraînant des conséquences un petit peu désastreuses d'un point de vue social. Mais au-delà de ça, réfléchissez, si vous avez besoin d'une information, vous la tapez sur Google, si vous voulez une recette, vous tapez sur Google. Eh bien imaginez s'il n'y avait plus Internet. Il faudrait ressortir les encyclopédies, on perdrait une quantité phénoménale d'informations qui étaient référencées, et par la fin d'Internet, on ferait un saut en arrière au niveau technologique impressionnant. Et tout ça s'enlèverait toute une amélioration des conditions de vie qu'a apporté Internet, qui nous ferait vraiment bizarre, je pense. Mais Internet, ça a aussi des applications auxquelles on ne pense pas forcément, qui se disparaîtraient avec lui. Je pense par exemple au paiement rapide.
En fait, quand vous payez avec une carte bleue ou quand vous faites un retrait, la machine qui va traiter cette information, la machine à carte bleue ou la borne de retrait, va interroger votre banque centrale pour savoir l'état de votre compte et ensuite vous dire si vous pouvez ou non retirer les sous qui sont sur la machine. Et bien là ça disparaîtrait car tout ça se fait par un réseau internet qui n'est pas le réseau internet commun mais qui est même un réseau internet en tant que tel, et on reviendrait vraiment en arrière avec une disparition de tous ces moyens de paiement rapides, une disparition de toutes les commandes par internet. En tout cas ça changerait beaucoup de choses au niveau industriel. Un point qui me paraît être l'un des plus importants à relever, c'est ce qu'on appelle les marchés financiers dématérialisés. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous savez, les bourses comme Wall Street, etc., tout ce qu'on voit dans le Loup de Wall Street par exemple. Et bien tout ça, à l'époque, ça se faisait avec des petits papiers qui symbolisaient les actions qu'on va acheter lorsqu'on spécule, etc., dans tous les bourses d'échange, dans tous les marchés d'échange. Et bien ça a été entièrement dématérialisé. Ces petits papiers symbolisant les actions ont disparu au profit de lignes de code, la bourse de Wall Street n'est plus du tout la même. Et bien tout ça c'est basé sur un réseau internet qui n'est pas celui que l'on utilise tous les jours. Ça reste une mise en commun de réseaux à travers le monde. La bourse de Shanghai, la bourse de Paris, la bourse de Londres, la bourse de Wall Street pour citer les plus connus, sont mises en commun grâce à une sorte de réseau internet. Et bien tout cela disparaîtrait, mettant en porte-à-faux tout notre système de bourse internationale et donc de commerce qui va avec. Et oui, dans un monde capitaliste, si on ne peut plus faire transiter les infos, et bien le système s'effondre. Bon, je vous dis pas tout ça juste pour vous balancer des infos comme ça, mais pour essayer de vous faire vous rendre compte de à quel point notre monde est directement lié à Internet, que ce soit notre société entière, notre économie, notre monde politique, etc. Tout est intimement lié à Internet en faisant l'une des entités les plus importantes de ce 21e siècle. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si le format vous a plu, si jamais vous avez des critiques, des choses à dire, n'hésitez vraiment pas, cette chaîne est à nous, mais ça reste vous le public visé, donc on fait tout pour que ça vous plaise le plus. J'en profite aussi pour vous divulguer une information, il faut savoir qu'avec Big Revs, nous sommes un petit peu dans les choux en ce moment, nous avons une période un petit peu compliqué, on n'a pas beaucoup de temps pour nous et donc beaucoup moins de temps pour YouTube, donc on risque de passer au rythme de 2 vidéos par semaine, entraînant la disparition soit de la série Hebdo Gamer, soit du Point comme je suis en train de vous faire. Donc j'aimerais que vous nous disiez, cette disparition ne sera pas définitive mais jusqu'à ce qu'on ait le temps de tourner des vidéos, donc à la fin des vacances de février. Donc d'ici là il va falloir mettre en pause une série, donc à vous de me dire si vous préférez que l'on mette en pause Hebdo Gamer ou cette série plus informative qui est le Point. À vous de me dire, et sur ce je vous dis ciao tout le monde, à la prochaine sur BumpProd FR.